Zoe McClellan. Née en Californie le 6 novembre 1974, Zoe McClellan a commencé sa carrière d'actrice au milieu des années 90 lorsqu'elle a obtenu plusieurs rôles dans des émissions comme Diagnosis Murder, Star Trek Voyager et Sliders. En 2000, elle a décroché son premier rôle au cinéma lorsqu'elle a été choisie pour jouer le rôle de Marina Pretenza dans le film Dungeons and Dragons. Après cela, Zoe s'est vue offrir des rôles plus importants, y compris un personnage récurrent dans le drame de la marine américaine de Columbia Broadcasting System JAG. Tout au long des années 2000, elle a également joué dans Dirty Sexy Money, House et The Mentalist, et a obtenu des rôles dans des téléfilms de Lifetime, tandis qu'en 2014, elle a figuré dans les 2 premières summer saisons de Naval Criminal Investigative Service New Orleans, peut-être son rôle le plus notable en tant que l'un des 2 acteurs principaux. Bien qu'elle ne soit pas revenue pour la saison 3, elle a continué avec la série American Broadcasting Company Designated Survivor et a pris de petits rôles dans des séries comme Suits et Law & Order Special Victims Unit. Néanmoins, en 2018, la carrière de Zoe a commencé à stagner. Elle a travaillé 1 an de plus avant de disparaître de la télévision, laissant les fans perplexes. The Mercury News a rapporté en 2018 un énorme facteur qui a probablement contribué aux difficultés de Zoe à trouver du travail. Elle a été impliquée dans de nombreux désaccords amers avec son ex-mari, Jean-Pierre Ghislaine, qu'elle a divorcé en 2016. Le couple avait un fils, Sébastien, qui n'avait que 5 ans en 2018, lorsque Jean-Pierre a accusé Zoe de l'avoir kidnappé après qu'elle ait déménagé l'enfant à Toronto avec elle pour qu'elle puisse jouer dans Designated Survivor. Le conflit entre eux était si intense que le couple a fini par se retrouver devant les tribunaux, mais un juge a finalement décidé que le déménagement n'était pas en fait un enlèvement d'enfant et que Zoe n'avait pas agi de mauvaise foi. Selon un rapport de TMZ sur la question, Zoe a donné à son ex-mari un préavis de 2 jours avant de s'envoler pour le Canada. Zoe aurait déclaré que Jean-Pierre était incapable de soutenir le mode de vie qu'elle offrait à Sébastien, mais a également ajouté qu'elle aiderait à couvrir ses frais de voyage afin que son ex puisse rendre visite à leur enfant. Jean-Pierre, de son côté, s'est plaint d'avoir été contraint d'accepter les exigences de son ex-femme et a demandé au juge de rendre Sébastien à sa garde. Le juge a observé que comme Jean-Pierre était également acteur, il aurait dû comprendre que parfois, Zoe aurait besoin de quitter la région de LA de temps en temps pour poursuivre certains rôles. Il a ajouté que Sébastien est, je cite, « plus émotionnellement stable avec sa mère qu'avec son père ». L'année suivante, il est apparu que Jean-Pierre avait été arrêté et extradé de Californie en Louisiane suite à des accusations de viol de 1er degré et de crimes aggravés contre la nature. Cependant, ces accusations glaciales ne résultent pas de quelque chose arrivé à Zoe, mais à leur jeune fils. Les abus ont eu lieu entre 2014 et 2016 à leur domicile, et Zoe a déclaré qu'elle avait rendu cette information publique parce qu'elle craignait que Sébastien ne soit pas la seule victime. Suite à ces allégations, McClellan a fondé la campagne Croire l'enfant qui visait à aider à financer les coûts de la thérapie et de l'action juridique pour les familles dont les enfants avaient été maltraités. Un deuxième rapport plus tard, la même année, cependant, a observé que les charges contre Jean-Pierre avaient été abandonnées. Son avocat a affirmé son innocence. Il n'y avait aucune corroboration pour les choses que le petit garçon a dites. Il y avait tellement de contradictions, mais l'histoire de Zoe ne s'arrête pas là. Alors que les fans attendèrent de savoir si elle allait revenir à l'écran, un mandat d'arrêt a soudainement été émis par le comté de LA en mai 2021. Zoe McClellan était recherchée pour enlèvement. L'avocat de Jean-Pierre a affirmé que le père d'un enfant n'avait ni vu ni entendu parler de Sébastien ou de Zoe depuis 2019 et que les tribunaux n'ont pas réussi à localiser les 2. En plus de l'enlèvement, les charges retenues contre Zoe comprennent la privation de garde d'enfants et le vol d'enfants. Le dossier de Sébastien a été ajouté au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Ni lui ni sa mère n'ont été vus dans les années qui ont suivi leur disparition et l'affaire reste non résolue. Glenn Miller. Né le 1er mars 1904 à Clarinda, Iowa, Glenn Miller était surtout connu comme chef d'orchestre de big band, compositeur et tromboniste avant sa disparition en 1944. Bien qu'il ait agrandi en pratiquant des sports, il était également un musicien passionné et a finalement abandonné l'université pour poursuivre son rêve de faire et de jouer de la musique à plein temps. Son groupe, Glenn Miller et son orchestre,
a été l'un des groupes les plus réussis du XXe siècle. Et entre 1938 et 1944, ils ont sorti 266 singles, la majorité étant du genre swing, bien que certaines de leurs musiques, notamment dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, étaient très patriotiques en termes de son et de thème. Le groupe était le groupe d'enregistrement le plus vendu entre 1939 et 1942, tandis que Glenn lui-même est considéré comme le père des groupes militaires massés modernes des États-Unis. En 1942, Glenn s'est porté volontaire pour rejoindre l'armée américaine afin de divertir les troupes et de stimuler le moral. Il a finalement trouvé un poste de capitaine dans l'armée de l'air américaine et lui et son groupe ont passé jusqu'à 18 heures par jour à enregistrer et à se produire dans des dizaines de bases militaires dans le but de remonter le moral de ceux qui étaient stationnés partout en Europe. Dans les mois précédant sa disparition, il a été promu au rang de major. En décembre 1944, Glenn et son groupe de l'armée de l'air américaine devaient se rendre en France. Le groupe était impatient de partir, car leur escale à Londres avait été difficile avec le guide touristique de Bedford, David Fowler, qui a dit à la British Broadcasting Corporation en juin, les 5 indescendaient, il y avait des raids aériens, le groupe n'avait jamais été soumis à la guerre, et il n'était pas heureux. Le groupe a déménagé à Bedford après cela, et semble avoir bien choisi son moment, car le 2 juillet, le bâtiment où il logeait a été touché par une bombe tuant 74 membres de l'armée américaine. Initialement, Glenn devait prendre un vol pour la France le 13 décembre, mais il a été annulé à cause du mauvais temps. Son vol du lendemain a aussi été annulé. Préoccupé par le fait qu'il serait retardé dans l'organisation du reste de son groupe, il a rapidement appris qu'un de ses collègues, le lieutenant-colonel Norman Basil, partirait en avion le 15 décembre et Norman lui a proposé une place dans son avion. Il n'était finalement que 3 dans l'avion, décrit comme un C-64 Norseman, Glenn, Norman et le pilote, un Américain nommé John Stuart Morgan. Le trio a quitté la Royal Air Force Twinwood à Bedford le 15e, malgré le fait que Glenn n'avait pas reçu l'autorisation de monter à bord d'un vol occasionnel et il n'a pas non plus alerté sa chaîne de commandement de ses plans, ce qui signifie que ses supérieurs n'étaient même pas au courant de sa localisation. L'avion, transportant Glenn et 2 autres hommes, n'a plus été aperçu après son décollage à 13h55. Le biographe Dennis Sprague a déclaré « Les observateurs militaires ont tracé l'avion au sud de l'Angleterre, au-dessus de Beachy Head, entre 1430 et 1445, mais il n'est pas apparu au-dessus de la France. » Pendant ce temps, son groupe est arrivé sain et sauf le 18e, 3 jours plus tard, et se préparait pour leurs obligations de diffusion et d'enregistrement quand ils ont réalisé que Glenn était introuvable. Ils ont ensuite signalé sa disparition aux autorités militaires. Le major général Orville Anderson, qui était marié à la cousine de Glenn, a été le premier à ordonner une recherche et une enquête après avoir appris que le musicien avait disparu. Hélène, la femme de Glenn, a été informée du problème le 23 décembre par 2 officiers supérieurs venus à leur domicile. Sa disparition a été rendue publique la veille de Noël. Comme le groupe devait jouer le jour de Noël, un chef d'orchestre distinct a été amené pour mener la voix, et le groupe a continué à jouer jusqu'à la fin de la guerre. Pendant des années, il y a eu des spéculations que l'avion avait été abattu par des bombardiers ennemis ou même par des tirs amis. Cette dernière théorie a émergé dans les années 80, quand il a été révélé que 138 avions revenant d'un raid de bombardement avorté avaient disposé des armes au-dessus de la Manche où les Norsemen avaient été en vol. Cependant, cette idée a été plus tard réfutée, car le timing ne correspondait pas. Il y avait aussi des conjectures effrénées sur Glenn lui-même. Selon les rumeurs, il serait mort dans un bordel parisien ou dans un bâtiment précis attaqué par les Allemands, son corps n'ayant pas été retrouvé. Malgré les rumeurs folles, la vérité est probablement beaucoup plus banale. Les mauvaises conditions météorologiques et ou les basses températures ont conduit l'avion à s'écraser quelque part au-dessus de la Manche. Une enquête menée à Bedford en 1945 a conclu que l'avion avait disparu en raison d'une erreur de pilotage, d'une défaillance mécanique et d'un mauvais temps. Des documents relatifs à l'enquête ont été publiés en 2017 dans le livre Glenn Miller déclassifié par le biographe Dennis Sprague. Le livre a conclu que Glenn n'était pas la victime d'un acte malveillant ou d'un tir ami, tandis que l'enquête a noté qu'il n'avait pas de devoirs en dehors de ceux de sa musique et de son groupe, et qu'il n'était donc pas susceptible d'être la cible d'une attaque ennemie. En 2019, le groupe international pour la récupération d'aéronefs et tournages historiques a commencé à enquêter sur un rapport selon lequel l'avion avait été trouvé à plusieurs kilomètres à l'ouest de sa trajectoire de vol. Cependant, rien de plus n'a découlé de cela. Dennis Sprague a écrit que ce qui est arrivé à l'avion a probablement été causé par des conditions de givrage dans le moteur, la conduite de carburant et sur les ailes, y compris une panne du réchauffeur de carburateur ou peut-être une fuite de fluide hydraulique.
De plus, une émission de télévision appelée Les Détectives de l'Histoire a également enquêté sur l'incident et examiné des cas similaires où des avions Norseman se sont écrasés. Ils ont déterminé qu'un seul carburateur partant froid était sujet au gel. C'était une journée très froide le 15 décembre. Sprague a ajouté que l'avion volait déjà bas en raison de la mauvaise visibilité. Le vol avait été retardé jusqu'à l'après-midi à cause de la brume et du brouillard. Lorsque l'avion a heurté l'eau, il a probablement désintégré car il était fait de matériaux légers, tuant tout le monde à l'intérieur. Jim Thompson. Né le 21 mars 1906 à Greenville, Delaware, Jim Thompson était un designer et homme d'affaires crédité d'avoir aidé à revitaliser l'industrie de la soie thaïlandaise dans les années 50 et 60, avec Time Magazine affirmant qu'il a presque à lui seul sauvé l'industrie vitale de la soie de Thaïlande de l'extinction. Fils d'un riche fabricant de textiles, Jim a eu une éducation solide avec ses 4 frères et sœurs. Il a étudié à l'école Saint-Paul, un internat mixte à Concord, New Hampshire, et a été diplômé de l'université de Princeton en 1928. Bien qu'il ait étudié l'architecture à l'université de Pennsylvanie, il n'a pas pu terminer son diplôme en raison de ses faibles compétences en mathématiques. Cependant, il a trouvé un emploi de concepteur de maisons à New York jusqu'en 1941, puis a rejoint la Garde nationale du Delaware. Pendant la guerre, il est devenu membre du Bureau des services stratégiques, le précurseur de la CIA. En 1946, après avoir quitté l'armée, Jim a divorcé et s'est installé en Thaïlande, où il avait séjourné pendant son service à l'Office of Strategic Services. À Bangkok, il s'est associé à plusieurs investisseurs pour acheter et restaurer l'hôtel Oriental, qui est aujourd'hui un établissement 5 étoiles. Mais avant longtemps, ses différences avec les autres investisseurs ont émergé et il a choisi de quitter le projet, s'associant plutôt avec George Barry pour fonder la Thai Silk Company Limited. L'entreprise a prospéré lorsque la créatrice Irene Sharif a utilisé de la soie thaïlandaise pour créer les costumes de la comédie musicale Le Roi et moi. On attribue à Jim l'invention de soie, au ton vif et profond et aux combinaisons de couleurs dramatiques, des motifs qui sont souvent le plus associés à la soie thaïlandaise. Il a modernisé les teintures et doté l'équipement pour ses travailleurs et leur a permis de travailler à domicile. La main-d'œuvre majoritairement féminine de l'entreprise a permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté. Soudainement, Jim a disparu. Mi-mars, il a quitté Bangkok pour visiter un ami, puis ils sont allés dans les Cameron Highlands en Malaisie pour une pause. À partir du 24 mars 1967, ils sont restés au Moonlight Bungalow avec leurs hôtes, un chimiste singapourien nommé Ling Shenji et sa femme Helen Ling. Le 26 mars, le groupe prévoyait d'aller à l'église, mais Jim a décidé d'aller rapidement jusqu'à la route principale. 20 minutes plus tard, il a rejoint les autres comme prévu et ils sont allés à l'église en voiture. 1 heure après, ils étaient rentrés déjeuner au bungalow. Ensuite, Jim a déclaré qu'il referait une promenade. Il a fait au revoir aux autres qui le regardaient partir par la seule route d'accès de la propriété. Jim a été vu vers 16 heures, 2 heures plus tard, par un cuisinier du bungalow de la mission luthérienne. Ce fut néanmoins sa dernière apparition. Il n'est jamais revenu au bungalow Moonlight et n'a plus jamais été vu. Dans les heures suivantes, ses amis ont signalé sa disparition, déclenchant une recherche dans les environs. La recherche a impliqué 500 personnes, y compris des touristes, des missionnaires et des membres de l'armée. Bien qu'il n'y ait pas eu de demande de rançon compte tenu de sa richesse et de son statut, de nombreux médias ont supposé que Jim avait été kidnappé. Cependant, en plus de l'absence de preuves à cet égard, rien d'autre n'était prouvé. Aucun corps n'a été retrouvé et rien ne suggérait qu'il avait été victime d'un acte criminel. Pas même un morceau de vêtement n'a été retrouvé. Il semblait disparaître de la surface de la Terre. Il a été spéculé que sa disparition était liée à son travail avec le service de sécurité de l'ordre, mais aucune preuve n'a jamais lié les deux, tandis que d'autres suggèrent qu'il est parti volontairement. Officiellement, il a été déclaré que Jim est allé se promener et s'est perdu dans la jungle ou est tombé dans une ravine. Mais les locaux n'y croyaient pas. Un homme déclarant, il est apparemment allé faire une petite promenade. Il n'y a pas de jungle profonde là-bas, alors je ne vois pas comment quelqu'un pourrait s'y perdre et ne pas être retrouvé. Je n'ai jamais cru qu'il aurait pu se perdre dans la jungle. 20 ans, il n'y a eu aucune piste dans l'affaire de Jim, mais en 1985, des restes squelettiques ont été découverts dans les Cameron Highlands. Il n'y avait pas de crâne, mais les autres os ont été trouvés dans une tombe près d'un pot de légumes à proximité de la route principale à Brunchang.
Malgré la collecte des restes par la police, il n'était pas considéré comme lié à la disparition de Jim. Philip Rivets, un capitaine de navire, a suggéré que si le corps était celui de Jim, il est possible qu'il ait été renversé par une voiture et enterré dans une tombe anonyme sous des buissons. Aucun test acide désoxyribonucléique n'a jamais été effectué sur les restes. Selon certains rapports, de nombreux os récupérés provenaient en fait d'un animal. Un rapport de 2015, qui a examiné l'enquête originale de 1967, a conclu qu'il était probable que le corps de Jim se trouvait toujours quelque part dans les Cameron Highlands, affirmant qu'il n'y avait probablement pas eu assez de temps et de ressources consacrées à l'affaire pour fouiller minutieusement la zone. De plus, il y avait une bonne chance que le corps ait été manqué lors de la recherche originale et il est possible qu'à ce stade, ces restes aient été dispersés par des animaux charognards. Le corps de Jim n'a jamais été retrouvé et ce qui lui est arrivé est actuellement inconnu. Tragiquement, sa sœur a été assassinée en Pennsylvanie quelques mois seulement après sa disparition. Les autorités ont exclu un lien entre les deux affaires. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.